bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans V8 le MAG, entouré des fidèles de l'émission. Bruno Vandostick, bonjour. Bonjour Michel Poirier. Tout va bien? Oui, absolument, ça roule comme l'émission. Eh bien, Thomas Dagonneau, bonjour. Bonjour Michel, bonjour Pascal. Bonjour Et Bruno. Pascal Brulon, bonjour. Bonjour. Toujours fidèle à l'émission, bien sûr. Avec un grand plaisir. Et un invité bien connu des Sartois, Yves Courage, que nous joindrons tout à l'heure par téléphone. Au programme de V8 le MAG, la dernière épreuve de Zouaï et le bilan de la saison ILMC. Avec Yves Courage, nous parlerons de restauration de voitures de course. Nous fêterons les 100 ans de Chevrolet. Nous essaierons deux autos, la Citroën DS5 et la Renault électrique. Et enfin, nous parlerons de moto avec le Salon de Milan. V8 le MAG, ça démarre fort. Et nous commençons par le bilan de cette saison ILMC avec la dernière course à Zouaï le 13 novembre, une nouvelle victoire de Peugeot et une nouvelle déroute d'Audi. Oui, et puis une page qui va se tourner aussi puisque nous allons dire au revoir à l'Intercontinental Le Mans Cup de façon définitive et bonjour le championnat du monde d'endurance qui prend la suite en 2012. Donc c'est vrai qu'à déjà parler de bilan, on ne peut dire qu'une chose, c'est que cette ILMC 2011 a été bon puisque ça a conforté l'émergence de ce championnat du monde. Les Peugeot étaient sur la première ligne de la grille de départ devant donc les deux Audi R18, deux voitures dans chaque camp. Rappelons également que Aston Martin avec la Lola Aston Martin en configuration 2010 était également présent sur ce circuit. Et puis Thomas Dagonneau, on peut le rappeler aussi au niveau des forces sartoises, le team Hawk Racing était présent avec trois voitures dont deux LMP1. C'était chaud dès le départ. Et puis notre pilote sartois aussi, Julien Canal, Voilà, volant avec de la Corvette. Oui, de l'équipe l'Arbre Compétition. Alors, les Peugeot 908, ces images de rappel, ont été malmenées dans les premiers instants de la course. On vient de voir ici un dépassement, notamment de l'Audi numéro 1, avec Marcel Fassler qui a effectué le rallye de départ. Peugeot Audi donc avec deux voitures, la 1, la 2 au niveau justement des Audi R18. Il y avait Timo Bernhard, Marcel Fassler notamment qui se partageaient le volant de l'Audi numéro 1. Et là, regardons justement ce qui s'est passé. Et ça, c'est un choc entre justement des LMP1 avec le La Rebellion, la Ferrari numéro 62 également, qui a été heurtée par d'autres voitures. Et puis un arrêt à stand assez tôt dans la course, et c'est dommage, de cette Mercedes au volant de laquelle il y avait Mika Häkkinen qui effectuait son retour. C'était quand même très important de signaler que pour la première fois dans une épreuve Le Mans depuis la déroute de 1999, avec l'envolée des Mercedes en course, on retrouvait une voiture de la marque à l'étoile au départ d'une épreuve. Attention, on ne dit pas que Mercedes, surtout que cette voiture-ci n'est pas vraiment faite pour les épreuves Le Mans, va marquer son retour en 2012, mais ça n'empêche, il y avait quand même une Mercedes au départ, et ça c'est bien. Et une très jolie Mercedes. La SLS, ouais, effectivement, une voiture GT absolument sublime. Qui roule en championnat de France et qui roule en championnat du monde aussi. Et qui roule en championnat du monde, mais qu'on ne devrait pas, alors sauf, je dirais, aménagement technique, voire au départ du championnat du monde d'endurance la saison prochaine. Bon, nous verrons bien ce qu'il en sera. Chez Peugeot et chez Audi, guerre des nerfs comme chaque fois, mais ça ce sont des scénarios de course avec lesquels on est finalement assez habitué. Les 908, toujours très, je dirais, très constantes en piste, vont progressivement reprendre justement le dessus sur les Audi R18, dont on peut finalement se dire que ces voitures-là ont été plus conçu pour le circuit du Mans que pour les autres circuits, avec notamment l'arrêt de l'Audi numéro 2 du côté des stands, la voiture de Tom Christensen et d'Alan McNish. Alors on l'a vu en fait, voilà, rideau de stand baissé, ce qui va en fait provoquer vraiment cet abandon. C'est d'abord un premier choc avec une voiture GT. Alors vous voyez effectivement les difficultés, là on l'a vu avec une Ferrari dans la ligne droite des stands, mais ensuite un choc avec une voiture prototype. Et ce qui va véritablement se passer, vous voyez justement à quel point les pilotes sont malmenés, c'est que cela en fait va endommager le circuit électrique et provoquer ensuite un court-circuit. Débarrassé de l'une des deux Audi, on va dire que les deux Peugeot auront assuré finalement en fin de course et gagné, à l'exception notable des 24 heures du Mans cette année 2011, toutes les manches de l'Intercontinental Le Mans Cup avec la victoire de Sébastien Bourdet et de Anthony Davidson que vous retrouvez à l'image. Pascal. Zouaï, c'est où en Chine? Alors, c'est pas loin en fait de Hong Kong. Mais là, on va peut-être écouter un petit instant
Anthony Davidson, voilà pour bien sûr nous dire à quel point il était content de remporter cette course finale de l'ILMC et d'avoir aussi été très fier, hein, ça a été vraiment sa satisfaction cette année d'être membre effectivement du team Peugeot Sport. Alors donc en fait Zhuhai c'est de l'autre côté de Hong Kong, vous avez la grande baie entre les deux et c'est effectivement à l'opposé, même si pour ceux qui y vont il faut présenter le passeport, c'est tout un périple. Le marché chinois reste naturellement un super marché automobile, ça c'est clair, 13,7 millions de voitures vendues en 2010. Peugeot a beaucoup marqué de points là, entre autres. Ah ben, entre autres marqué, oui effectivement, puisque même Peugeot, on va le rappeler, gagne le classement constructeur et équipe de l'ILMC avec 113 points devant Audi. Signatec Nissan gagne le classement en LMP2, au classement général final, et le team AF Corse gagne dans le classement GTE Pro, même si en fait, ici à l'image bien sûr on retrouve Anthony Davidson et Sébastien Bourdet. La course, ben, ils peuvent l'être d'ailleurs tous les deux, mais la course au niveau des 6 heures de Zhuhai a vu une victoire pour le classement des LMGTE Pro de BMW avec Augusto Farfus et Müller, parce qu'il y a toujours deux Müller en fait dans l'équipe, doublé des BMW d'ailleurs dans ce même classement. Victoire de la Porsche Proton Compétition dans le classement des GTE AM devant la Corvette, l'Arbre Compétition de Patrick Bornhauser, d'Olivier Beretta et de Julien Canal. Thomas quel pilote Manceau bien sûr. Voilà. Alors vivement l'année prochaine. Oui, vivons l'année prochaine avec donc une page qui se tourne, on va le rappeler encore une fois. Au revoir ILMC, bonjour WEC pour World Endurance Championship qui débutera ce championnat le 17 mars avec les 12 heures de Sebring. Donc les pays qui seront effectivement traversés par ce même championnat. Au mois de mai, il y aura la Belgique avec les 6 heures de Spa-Francorchamps. Les 24 heures du Mans, c'est une manche du championnat du monde d'endurance, 80e édition de l'histoire, les 16-17 juin. Il y aura également Silverstone le 25 août, le Brésil, Sao Paulo le 16 septembre, le Mont Fuji pour le rendez-vous japonais le 30 septembre, Bahreïn donc avec une sortie aux Émirats le 20 octobre, et puis une finale chinoise en novembre. Zhuhai est sur les rangs, mais on verra bien s'il n'y aura pas Shanghai aussi qui accueillera cette finale. Il manque plus que les Émirats Arabes Unis. Hein. Alors il y aura quand même donc une sortie à Bahreïn. Oui, on va dire effectivement que c'est elle qui sera le rendez-vous émirati de ce championnat. Est-ce qu'on a des infos un peu sur la réglementation 2012, parce que j'ai vu à l'image 2 accidents encore entre une GT et un proto. Alors, ça fait la deuxième fois avec Le Mans. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus ou pas? Au niveau des performances déjà en elles-mêmes, le but est bien sûr de rapprocher les LMP1 essence des diesel avec une réduction en théorie de 7% du niveau de performance des voitures LMP1 diesel. Ça répond pas complètement à la question, simplement par rapport aussi à la sécurité. Donc des rétroviseurs pour les voitures Grand Tourisme qui seront effectivement quelque peu agrandis avec possibilité de réglage, un peu comme pour vos voitures. Hein. Maintenant vous êtes peut-être encore à les manières extérieures. Ben, si oui et non à la fois, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la petite manette électrique, enfin la petite commande électrique. Là, le pilote pourra le faire, c'est-à-dire vraiment l'ajuster à sa vue. Ça, c'est très important. Et puis une caméra numérique aussi au niveau des voitures GT. C'est-à-dire que, parce que ça, c'est effectivement très important, vous avez maintenant le petit écran qui vous permet d'avoir un rétroviseur supplémentaire. Mais est-ce qu'ils ont l'autoradio? Pardon? Est-ce qu'ils ont l'autoradio? Non, mais ils ont le talkie. Pas radio 24 heures, mais par contre, il y a le manager qui parle au pilote pour bien sûr donner tout un tas d'infos. Donc ça, c'est effectivement important. Et puis, on aura également une partie, la partie supérieure des roues pour les voitures prototypes en particulier, qui sera ouverte de sorte à avoir, je dirais, une évacuation d'air un petit peu différente et de sorte vraiment à continuer de coller au sol les voitures. En tout cas, coller. Éviter qu'elle ne décolle. Le principe de l'aileron de requin, qui sera en fait systématisé l'année prochaine, a fait aussi ses preuves cette année. L'accident nocturne de Mike Hockenfeller en a été, je dirais, une très convaincante démonstration, puisque malheureusement il devait y avoir accident. Au moins, on a pu voir cela. Bien, merci messieurs. On appelle maintenant Yves Courage qui va nous parler de son activité de restauration d'œuvres d'art. Yves Courage, bonjour. Bonsoir. Bon, alors, vous restaurez donc, j'ai dit des œuvres d'art, ce sont en fait des voitures de compétition, alors donc de collection. Ce sont des voitures, oui, effectivement, de collection, mais pour l'instant avec une particularité, c'est qu'on n'a quasiment que des voitures qui ont participé soit aux 24 heures du Mans ou à des courses d'endurance, mais on a surtout des prototypes. Mais notre activité, c'est soit de les reconstruire, parce que parfois elles sont vraiment à reconstruire complètement, hein, y compris au niveau des châssis, de les préparer,
Et souvent, 70% de nos clients sont des clients qui font des courses et qui prennent ça très, très au sérieux, quoi. Alors Yves Courage, vous avez nommé cette activité Courage classique. Vous êtes installé au Technoparc et pour la créer, vous êtes associé à Alain Schlesinger. Cette activité, on le voit sur les images en ce moment, c'est fait dans un climat, j'allais dire, de clinique, quoi. Hein. On a l'impression que, à la différence des ateliers habituels, là, on est dans de la chirurgie, littéralement. Voilà, ce qu'on voulait, c'était faire le plus bel atelier de classique, et pas le plus gros, hein, parce que surtout en Angleterre, il y a des très grosses structures, hein, de plus d'une centaine de personnes parfois, qui travaillent que sur ce type de véhicules, parce que parfois les rénovations demandent beaucoup d'heures. Hein. Pour vous donner qu'un petit ordre de grandeur, un prototype qui est acheté relativement en bon état aujourd'hui, pour tout le redémonter, le refaire, on est quand même sur 600-700 heures de travail, donc c'est beaucoup de travail. Pour ce faire, vous avez bien évidemment gardé vos mécaniciens de compétition. C'est pour eux en quelque sorte une reconversion. Parmi eux, celui qui vous suit, je crois, depuis 30 ans, Jean-Luc Scheder, c'est ça ? Oui, tout à fait, un peu plus de 30 ans. Hein. Je crois qu'on est à 32 ou 33 ans. On a commencé ensemble la course de côte, et c'est un petit peu pour ça d'ailleurs, hein, quand j'ai vendu Courage compétition, que j'ai voulu aussi monter cette activité pour que ces gens retrouvent aussi un travail dans un environnement sympa, parce qu'au final, vous savez que c'est pas la même chose que le moderne, mais on reconstruit aussi beaucoup de pièces, on fait beaucoup de choses intéressantes, et puis faut pas oublier qu'il y avait aussi beaucoup d'intelligence à l'époque où ces voitures ont été construites, et c'est intéressant pour des professionnels de travailler sur ces voitures. Alors votre grande spécialité, ce sont les moteurs, les célèbres moteurs Cosworth de l'époque, les Ford, et puis certains Porsche. Voilà, et on refait aussi des moteurs américains, on refait beaucoup de choses, on refait à la fois les moteurs, les boîtes, les éléments de suspension, on refait quasiment ce qu'on faisait sur le moderne. Hein. Alors ça, c'est l'atelier, j'allais dire, je vais pas dire c'est classique, mais évidemment d'autres peuvent le faire, même si ils n'ont pas précédemment connu la compétition. Là, vous avez également une partie de votre activité qui consiste à suivre ces voitures en course en quelque sorte, pour les courses historiques GT ou prototypes, et vous mettez à leur disposition un certain nombre de moyens. Tout à fait, on a le Courage Classique Écurie qui là a pour mission évidemment d'assurer, d'assister les clients sur des courses ou des épreuves, parce qu'il y a parfois des épreuves hors compétition, mais il y a des épreuves de compétition, et encore une fois avec des gens qui souvent ont un très bon coup de volant, parce que soit sont des gens qui ont couru dans le passé, soit souvent ce sont des gens qui n'ont pas pu réaliser leur rêve de courir, et qui le réalisent vers la soixantaine. Et en plus, l'investissement dans le classique aujourd'hui est quelque chose d'intéressant, parce que les voitures il y a une inflation terrible actuellement. Donc c'est de se faire plaisir en course, de prendre tout ça très au sérieux, et d'avoir aussi des belles pièces chez eux, quoi. Hein. Pour terminer, Yves Courage, juste les deux dernières questions. Une première, on a aperçu, je crois, une Rolls et une SM à l'intérieur de votre atelier. Je pense que donc il n'y a pas que des voitures de compétition, il y en a aussi quelques autres. Il y a quelques belles pièces de collection, oui, sur lesquelles on travaille comme ça, oui. Et puis la deuxième question, vous travaillez, vous aviez présenté il y a un peu plus d'un an le projet d'un proto électrique pour les 24 heures 2012, si je ne m'abuse. Alors, est-ce que le projet avance ? Est-ce que vous avez réussi à lever les fonds nécessaires pour sortir cette jolie machine ? Alors, le projet avance. Mais on a eu on a eu sans arrêt des retards, parce que, encore une fois, c'est une voiture qui est faite sur la base des LMP1, donc une voiture qui est capable de se qualifier avec les minima de qualification des LMP1. Donc il nous faut beaucoup de puissance, beaucoup d'autonomie. On a travaillé avec énormément de gens, que ce soit au Japon, en Allemagne ou aux États-Unis, pour trouver les bonnes solutions batterie. Là, aujourd'hui, le projet est un peu bouclé, donc j'espère qu'on pourra faire au moins une démonstration au Mans en 2012. Après, la course est un autre sujet, parce qu'il nous faut trouver la solution idéale pour changer, idéale ou au moins optimum pour faire tout ça en toute sécurité, de changer des packs de batterie
Et ça, c'est vraiment beaucoup d'engineering, c'est beaucoup de travail, quoi, hein. Merci beaucoup Yves Courage. À bientôt. On reste dans la compétition avec Chevrolet. En cette année 2011, nous devons fêter un anniversaire, les 100 ans de Chevrolet. Cette marque américaine a démarré son histoire en France avec Louis Chevrolet. Louis Chevrolet est né le jour de Noël 1878 en Suisse. Alors qu'il avait 6 ans, la famille déménage en Bourgogne à Beaune. Pas question de faire de longues études. Louis Chevrolet doit trouver du travail à l'âge de 11 ans. Et il choisit la mécanique chez un marchand de cycles et devient également un coureur cycliste de bon niveau. En 1900, il se fait embaucher à Suresnes, près de Paris, par les automobiles d'Arac et se forme à la mécanique automobile. Mais Louis Chevrolet a un rêve, partir en Amérique, et en 1901, il part au Canada, puis à New York, chez De Dion-Bouton, la succursale américaine de la célèbre firme française. En 1905, il part chez Fiat, toujours à New York, et commence à piloter en compétition. Il devient un pilote automobile renommé aux États-Unis. En 1906, il pulvérise le record du mile à 189 km/h de moyenne sur une Darracq. Ses deux frères font également de la compétition. Le nom de Chevrolet devient célèbre. Le Français est surnommé le coureur le plus casse-cou du monde. Il paiera d'ailleurs assez cher ses audaces de pilote en passant au total 3 ans à l'hôpital entre 1905 et 1920. Louis Chevrolet n'est pas seulement pilote, il est également mécanicien et serait à l'origine de l'arceau de sécurité. Avec l'appui de William Crapaud-Durand à la tête d'une holding, la General Motors, Louis Chevrolet crée la Chevrolet Motor Company en 1911 et construit une voiture luxueuse et puissante, la Classic Six. C'est un succès, mais un succès unique. 2 ans plus tard, c'est la rupture avec Durand. Chevrolet reprend alors sa carrière de pilote avec ses 2 frères Arthur et Gaston. Il crée la marque Frontenac et remporte de nombreuses courses. Gaston, son frère, remporte les 500 miles d'Indianapolis avant de se tuer quelques mois plus tard. Louis abandonne la compétition et se lance avec Arthur dans la construction de moteurs d'avion, mais ils se disputent et la crise de 1929 le ruine. Louis finit sa carrière chez Chevrolet comme simple mécanicien et décède en 1941 à l'âge de 62 ans, victime d'une attaque cérébrale. Il reste cette célèbre marque Chevrolet qui fête cette année ses 100 ans. Les essais automobiles maintenant avec Thomas Dagonneau. Vous avez essayé une voiture de luxe française, la Citroën DS5. Racontez-nous donc cet essai que vous avez fait sur la Côte d'Azur. Tout à fait, Michel. Je suis parti essayer la Citroën DS5 sur les routes niçoises. Tout simplement, c'est la véritable star de la rentrée 2011. Pourquoi ? Parce que cette Citroën DS5 est une création unique. Ce que j'entends par là, c'est tout simplement que c'est un modèle qui ne dérive pas directement d'un autre modèle en fait. Donc côté extérieur, on peut retrouver des lignes singulières avec des éléments de carrosserie un peu hors du commun, avec aussi bien la calandre que la vitre arrière. Au niveau d'un comportement routier, j'ai trouvé cette voiture très agréable à conduire, aussi bien au niveau d'une tenue de route très efficace qu'un freinage puissant et surtout une direction hyper précise. Au niveau de ses mensurations, elle fait 4,53 m de long. Elle se situe entre une Audi A3 Sportback et une Audi A5 Sportback, ce qui la rend très à l'aise en centre-ville. Elle fait 1,87 m de long, ce qui la rend par contre assez imposante. De large, pardon. Assez imposante. On a du mal à prendre ce gabarit en centre-ville et heureusement qu'il y a les radars de proximité pour passer à droite ou à gauche. On a également côté habitacle, alors par contre là c'est assez intéressant parce que le constructeur s'est inspiré de l'aéronautique. C'est-à-dire qu'il a mis des matériaux aussi nobles et raffinés, avec ce mélange de matériaux froids et chauds. Au niveau des coutures, du cuir, dans toute cette recherche au niveau du design intérieur. Elle a également aussi un toit cockpit. Donc ça c'est assez marrant puisqu'on a l'impression d'être dans un avion avec des petits boutons en haut. Elle a l'affichage tête haute. Elle a aussi un avertisseur de ligne involontaire au niveau du franchissement. Un coffre de 468 litres. Côté motorisation, nous avons 2 moteurs essence. Un moteur THP de 155 chevaux et un moteur de 200 chevaux.
en boîte mécanique. Côté diesel, on a 3 motorisations, un HDI de 110 chevaux, un HDI de 160 chevaux, et le troisième, en fait, c'est un mix HDI 160 chevaux plus un moteur électrique, ce qu'on appelle une hybride. Donc j'ai pu également aussi tester l'hybride 4. Cet hybride, en fait, donc c'est qu'on trouve sur le 3008 aussi. Qu'on trouve également sur le 3008. Donc moteur HDI de 160 chevaux plus un moteur électrique implanté sur l'essieu arrière de 37 chevaux de plus. 37 chevaux, pardon. Donc cela permet de répartir en fait tout simplement la force motrice sur les 4 roues, d'où le nom hybride 4, tout simplement. 4 modes de fonctionnement, un mode automatique, donc là où en fait il va générer la consommation entre la partie thermique et la partie électrique de façon à réduire les émissions de CO2. On a un mode zéro émission, donc là totalement électrique si on ne dépasse pas les 60 km/h, donc ça c'est hyper intéressant en centre-ville parce que là zéro consommation, zéro émission, ce qui permet un gain en termes déjà d'aller moins souvent à l'essence et forcément de budget à la fin. On a un mode 4 roues motrices et on a un mode sport. Alors là, je vous raconte pas le plaisir de conduire parce que non, racontez pas. Sur la Côte d'Azur, ça va faire peur. Moteur diesel plus un petit moteur électrique de 37 chevaux, ça fait un moteur un peu plus de 200 chevaux. Bon. Et le plaisir Donc, total. Au top. Au top. Avec une finition vraiment liée vers le premium. Et aujourd'hui, cette DS5, moi j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé encore. Elle est un peu dans un segment qui n'existe pas en fait. Citroën a créé cette voiture-là dans un segment. Elle est inclassable. Elle est inclassable. Merci Thomas. On passe chez Renault maintenant. Alors Pascal, cette fois c'est fait, vous êtes passé au tout électrique. Ah oui, et puis alors sans hésiter, quel bonheur. Les électriques arrivent sérieusement, j'allais dire maintenant et enfin. D'ailleurs, la Sarthe participe à leur développement. Je ne sais pas si vous avez vu le grand article d'aujourd'hui de Bruno Mortier sur le Maine Libre qui explique effectivement l'investissement de la Sarthe dans ce domaine. Alors Renault présente sa gamme Z2. C'est quoi la gamme Z2 ? Eh bien, ça a pour ambition de faire des voitures électriques pour tous, 4 modèles à terme, c'est-à-dire à fin 2012. En attendant les voitures conçues pour l'électricité, Twizy dans quelques mois et Zoé en fin d'année prochaine. 2 voitures ont été adaptées exclusivement à l'électrique, la Fluence que vous voyez là, et le Kangoo. L'une est fabriquée en Turquie, l'autre à Maubeuge. Elles sont commercialisées d'ores et déjà. La Fluence a pour ambition d'être vendue à 70% dans les flottes d'entreprises et à 30% auprès des particuliers. Alors, en fait, le modèle est identique à la voiture thermique du même nom. On y trouve une clim bizone, on y trouve un éclairage automatique, un GPS particulier quand même, le Carminat, qui est adapté. En effet, il offre le rayon d'action évolutif en fonction de la consommation. C'est-à-dire qu'on sait combien de temps il nous reste à utiliser les batteries. Alors, les performances, 95 chevaux, un couple, écoutez bien, de 226 Nm qu'on a dès le départ, évidemment, puisque la puissance est donnée immédiatement, en instantané. 135 km/h, ça c'est la vitesse de pointe, puisqu'elle est bridée, bien évidemment. Des batteries de 22 kWh qui font 280 kg. Bon, cela dit, ça donne quand même une voiture beaucoup plus rapide, 1,8 secondes plus rapide que de 0 à 50 km/h par rapport au Renault autre. 50% de réduction de bruit, un silence extraordinaire, c'est même un peu dangereux éventuellement pour les piétons, et une autonomie maintenant homologuée de 185 km. Bon, voilà pour la Fluence. 2 mots pour la Kangoo quand même, qui démarre fort avec 15 000 exemplaires vendus après l'appel d'offres de l'État, et dont le frein moteur est assez impressionnant. Il est volontairement provoqué pour permettre de en fait recharger la batterie. On freine, ça recharge, mais ça freine tout seul, c'est assez fabuleux, 130 km/h. Juste 2 mots, parce qu'il y a plein de gens qui disent que la voiture électrique c'est pas intéressant. Moi je peux vous dire qu'une Fluence au prix d'un diesel avec une location de batterie qui évolue de 72 à 125 € selon le nombre de kilomètres que vous pouvez faire, c'est franchement intéressant. Donc laissez-moi faire ma conclusion. Sans hésiter, je prends la Fluence, si ce n'est son encombrement de 4,75 m, c'est plus long que la DS5 que je disais tout à l'heure, et si ce n'est son esthétique qui est quand même pas top, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc j'attends Twizy, comme vous tous d'ailleurs, je crois. Oui, les nouvelles Renault. Avec impatience, et Zoé aussi. L'année prochaine. On parle moto maintenant avec les nouveautés du Salon de Milan. Nous avons sélectionné quelques marques sur ces images. Un petit survol de ce salon de Milan avec un mythe, Steve McQueen et sa Triumph. Il en posséda plus de 200. Voici une série limitée de la fameuse Bonneville T100, 1100 exemplaires avec une peinture kaki mat et le bon vieux Twin de 865 cm3.
Un petit tour chez les Italiens avec Ducati qui présente un monstre, la 1199 Panigale. 195 chevaux pour 164 kg à vide. Un moteur bicylindre qui fait partie du châssis. C'est du jamais vu. Et cette Panigale a été élue moto du Salon de Milan 2011. Toujours en Italie avec Piaggio qui présente un Vespa le 46 en hommage au proto MP6 de 1945. Un concept scooter qui associe nostalgie et modernité. À merveille, c'est superbe. Espérons qu'il soit fabriqué en série. Le français Peugeot développe sa gamme de scooters avec un nouveau Satellis et se lance dans le 3 roues avec le Metropolis. On termine cette rapide visite avec un japonais, Honda, qui propose plein de nouveautés. Une moto basique et économique, la NC700, déclinée en routière et trail. La VFR 1200 dotée de son moteur V4 de 1200 cm3 avec une version gros trail, la Cross Tourer. Une 7e version de la fameuse Goldwing. Et des scooters, du gros avec l'Integra motorisé par le bicylindre 670 cm3 de la NC700, et du petit avec le Vision 110, un scooter économique à moins de 2000 €. Et pour finir, un petit clin d'œil au fameux robot humanoïde Asimo qui démontre la formidable avancée technologique de Honda. A noter que le Salon de Paris de la moto ouvre ses portes le 30 novembre et les refermera le 4 décembre. Merci messieurs pour votre participation. À propos de moto, on va juste saluer le titre de Dominique Mélian, champion du monde d'endurance. Voilà, petit mot de la fin, bravo. Tout à fait. Donc merci Bruno, Thomas et Pascal pour vos chroniques passionnantes. Courtes mais bonnes. Voilà, on remerciera Yves Courage d'avoir participé à cette émission, à l'équipe technique pour la réalisation de ce magazine. Merci aux téléspectateurs qui nous sont fidèles. Je vous retrouve lundi 26 décembre à 20h pour le dernier V8 Le Mag de l'année. Donc bon Noël parce qu'on ne se revoit pas depuis d'ici là. Et bonne route triste. et à bientôt. Au revoir. Au revoir, à À bientôt. bientôt.